Je voudrais passer la parole à Michel Brugière, donc, qui n'a pas encore parlé. Michel Brugière, donc ancien directeur général de Médecins du Monde. Michel, tu as entendu ce qui a été dit sur le statut des volontaires, un peu plus sur les filières, les carrières. J'aimerais bien avoir ton sentiment là-dessus. Comment est-ce que tu perçois tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure? Moi, je n'ai pas tout à fait la même analyse de ce qui a été dit là. Je pense que l'évolution des statuts des personnes au sein des associations est le résultat de contraintes extérieures, n'est pas lié à la philanthropie ni à une grande dimension sociale des dirigeants des associations à l'époque. Je pense que c'est lié au fait qu'on a eu à gérer au fur et à mesure des situations, en particulier de crise, de plus en plus importantes, que ces situations de crise ont mobilisé de plus en plus d'argent et que face à ça, il a fallu effectivement arriver à cette professionnalisation dont on a parlé. Et qui dit professionnalisation dit forcément évolution du statut. On ne peut pas gérer beaucoup d'argent, de grandes actions avec des volontaires ou des bénévoles. Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc, je dirais que voilà, la philanthropie, la question qui nous est posée sur le statut social. Aujourd'hui, effectivement, la quasi-totalité des associations, des grandes associations humanitaires, salarient leur personnel, même sur le terrain. Le volontariat, je ne sais plus où ils en sont à Médecins du Monde. Moi, je suis à la retraite depuis 4 ans. Je ne sais plus s'il y a encore des volontaires qui partent. Mais je pense qu'on est en fin de cycle sur les volontaires. Et l'autre élément qui joue, et tu l'as dit, là non plus, on n'est pas dans la philanthropie, c'est la concurrence avec les associations étrangères. Je veux dire que la discussion sur le niveau des rémunérations n'est pas le fait d'une grande générosité forcément des associations. Elle est le fait de la concurrence et que les meilleurs, si on veut les garder, il faut les payer. Donc voilà, enfin, moi j'ai une analyse, si tu veux, un peu moins romantique de l'évolution du statut des gens dans nos associations. Moins romantique, justement, ça va être maintenant la partie que nous allons aborder à travers des interpellations de différents étudiants. Au-delà, effectivement, de toutes les images sur l'humanitaire, eh bien, la réalité. Et j'avais donc plusieurs interpellations. Je voulais passer la parole à Erab Benchegui, donc, qui est étudiante dans le Master professionnel Administration internationale de Paris 1, voilà, qui souhaitait déjà poser la réflexion autour, finalement, de l'action des ONG. Sont-elles vraiment urgentistes? S'inscrivent-elles dans un autre champ qui est celui, en fait, de prestataire de services, quelque part? Enfin, je vous laisse définir un peu mieux votre interpellation. Alors, bonsoir, c'est Réab Benchergui. Et oui, donc je vais me contenter d'une double question. Donc ma première, c'est qu'on constate que la plupart des actions humanitaires dans le monde sont limitées à de simples réponses immédiates, à des relèvements post-conflit. Et en parallèle, ces derniers temps, on a vu se développer un grand nombre d'actions humanitaires qui ressemblent plus à de véritables activités de développement traditionnelles. Du coup, ma question, ce serait, est-ce qu'on peut parler d'une certaine manière d'un avènement, d'un nouvel humanitarisme qui serait basé plus sur le long terme, donc qui inclurait la protection sociale, la sécurité, la gestion des affaires publiques, etc. Et deuxième question, pour rebondir sur cette première question, est-ce que du coup le manque d'adaptation des organisations humanitaires, ce ne serait pas dû au fait que elles ne savent pas vraiment sur quel pied danser, dans le sens où elles ne savent pas si elles doivent intervenir, si elles interviennent comme des acteurs d'urgence indépendants ou plus comme des fournisseurs de protection sociale à long terme, et donc une coopération plus étroite avec les systèmes gouvernementaux. Merci. Merci. Alors on est sur une question, alors à la fois qui est toujours dans l'actualité, les Philippines nous ramènent à cette actualité que vous décrivez, puis en même temps on a l'impression, je me tourne vers les plus anciens, d'être dans un débat immortel, éternel et récurrent, urgence et développement, indépendance et prestations de services, etc., etc. On a l'impression que ce monde de l'humanitaire est toujours, de toute façon, tiré par des injonctions paradoxales. Je crois que c'est le cas. Peut-être une réaction de Benoît Miribel, de Ronnie peut-être,
Benoît? Oui, alors, j'entends prestation de service. C'est vrai que c'est toujours un questionnement de savoir comment on se positionne. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple, et c'est en lien avec la question de la finalité que se donne une association. Si on fait des puits, on sait rendre compte. On a des gens qui sont très bons pour faire des factures, etc. Donc on va faire des bons rapports, des belles photos, on aura fait un puits. Mais où l'association met, je dirais, son engagement? Est-ce que c'est d'avoir un puits qui est un puits, ou est-ce que c'est l'intérêt population? Donc quelle est la démarche qui a été faite? Est-ce que ça répond quelque part à un besoin, à un souhait au moins? Donc effectivement, vous avez raison, parce que le monde des ONG n'est pas contrôlé, c'est une jungle, et on peut se limiter à des prestations avec des gens qui savent faire des factures, qui savent rendre compte de tout ça, de faire avec des beaux rapports. On peut faire du volume d'activité, on peut faire de la distribution alimentaire dans des pays, mais tout dépend à qui on le fait, comment. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est là où il faut regarder derrière une ONG, qu'est-ce qu'on fait concrètement, quels sont les bénéficiaires, pourquoi on le fait, comment on le fait, et revenir sur toujours aussi la posture, le positionnement de ce qu'on fait au final. Parce qu'on peut pas, tout n'est pas comparable de ce point de vue-là, même si au final, il y a des chiffres. Il y a des chiffres qui sont donnés, mais les chiffres sont plus importants quand vous faites par exemple des situations d'urgence, les chiffres sont importants. Quand vous faites de la formation de personnel dans les postes de santé, la formation coûte moins cher. Donc ça, c'est effectivement parfois difficile de comparer les moyens en regard de l'action. Donc cette notion de pré-service ou de l'activité, et ceux qui font du juridique aussi, c'est pas les mêmes volumes que quand vous faites de l'aide alimentaire, et qui d'ailleurs souvent parfois peut détruire une économie locale si elle est mal faite, etc. Donc ça, c'est pour évoquer un premier point. Vous évoquez un deuxième point qui est ces notions d'humanitaire. On rappelle, enfin, moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas où ça commence, où ça s'arrête. En tant que tel, on a des notions, bien sûr, mais par rapport à ce que vous évoquez sur les questions de développement, on a eu un échange en septembre entre dirigeants humanitaires où on voit qu'on a de plus en plus cette notion de vulnérabilité de personnes. Comment des gens du développement étaient là en disant il y a 20 ans on ne voulait pas vous voir, vous les cow-boys, enfin la caricature de l'urgence, et les humanitaires disant vous les développeurs, voilà, quelque part dans un système sans vraiment vouloir changer les choses. Donc les gens se parlent de plus en plus, et au final la prévention dans des pays est important. Au final aussi, qu'est-ce que les gouvernements eux-mêmes se donnent comme moyen de gouvernance, d'action de prévention? On se retrouve donc en tant qu'ONG, on n'est pas les décideurs dans les pays où on intervient, on peut faire des actions, mais quelle place on donne aussi aux responsables, vous voyez? On peut parler de ça pendant longtemps, et c'est en ce sens où effectivement les choses ne sont pas toujours figées, ça reste un engagement pour faire évoluer ces choses-là. Je pense que ce qu'on a peut-être aussi, on n'est peut-être pas un bon exemple, nous tous ici, parce que nous sommes souvent... nous sommes ici des représentants depuis longtemps dans des associations, mais nous sommes une minorité. Je pense que les gens qui s'engagent dans l'action humanitaire, internationale, sont souvent de passage. Et c'est vrai ils prennent des véhicules, ils prennent au sens véhicule, c'est-à-dire qu'un engagement dans une ONG, puis après une autre, anglo-saxonne ou pas, ou après Nations Unies, mais quelque part ils poursuivent avec les motivations qui sont propres à chacun, qu'on ne peut pas effectivement décrypter, parce que c'est des mélanges de toutes choses qui évoluent dans le temps, mais qui font que ça évolue. Donc ceux qui restent fondamentalement des années dans une association, ça peut être aussi des personnes à la comptabilité ou au standard, etc. C'est quand même une minorité. Je pense que beaucoup de gens passent, et ce passage est important, puisque ce qu'on n'a pas signalé, c'est qu'il a fallu aussi décloisonner cette action humanitaire au niveau de la perception qu'elle avait dans le milieu professionnel. Pendant longtemps, les gens à part les médecins, mais les médecins c'est une catégorie quand même particulière, vous pouvez travailler médecins, infirmières de partout, mais les gens qui étaient dans un domaine par exemple logistique ou administration, gestion, se risquaient à dire si je fais ça en début de carrière, est-ce qu'après je vais pouvoir travailler véritablement si j'ai une famille, etc. C'était une grande question. Il a fallu faire des rencontres avec des responsables de ressources humaines dans les entreprises pour un peu démarginaliser, décloisonner, et je pense qu'aujourd'hui les passages se font plus facilement. Et j'ai un élément aussi, parce que ça m'avait interpellé dans un débat que j'avais eu en Haïti avec un intellectuel haïtien, Lionel Trouillot, qui quelque part, parce que parfois les gens disent, mais finalement, pourquoi vous allez à l'international, les populations peuvent se débrouiller, et Lionel Trouillot disait, l'argent de l'humanitaire internationale, donnez-le nous, Haïtiens, parce que, voilà, plutôt qu'avec vos véhicules, vos 4x4, etc., on s'en occupera. Alors, on avait des discussions à ce sujet-là, mais il faisait abstraction, je dirais, de la rencontre
finalement international, parce que parfois il y a des situations où on sent qu'on a un impact, c'est un mot aussi, l'impact et l'impact. Parfois on n'a pas vraiment d'impact, mais on est aux côtés de population et on chemine et on partage. Et ça fait partie aussi de la dimension. Donc je me dis, tiens, si effectivement demain tout était normé et qu'il n'y a plus cette capacité à se projeter, etc., non pas pour diriger, décider la place des gens, mais vous voyez, dans le sens d'échange, ça limiterait. Donc comment est-ce que demain, Action humanitaire ou autre chose, vous allez vous projeter sur la scène internationale, puisque c'est ça aussi qui a été permis ces dernières années, de se projeter sur la scène internationale, de partager des situations, d'en être témoin. D'en être témoin de moins en moins, parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux qui font que si avant, quand Ronnie Broman ou d'autres revenaient du terrain, on les écoutait à la télévision, ou toi, Pascal, parce que vous étiez les témoins directs, on n'avait pas les chaînes de télé, les radios ou les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la Syrie ou de nombreux pays, il y a plein de canaux d'information, donc comment on n'est plus les seuls à pouvoir dire voilà ce qu'on voit, ce qu'on analyse. Donc tout ça est en train de bouger. Enfin, je ne réponds pas forcément aux questions, je rajoute des évolutions, mais au final, je pense que ce qui me paraît important, c'est la capacité à partager des destinées, cette aventure humaine. Moi, je pense que le monde est injuste et qu'on essaie de le rendre plus juste. C'est prétentieux, diront certains peut-être, mais bon, voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis que c'est des passages, finalement, c'est des passages par des véhicules. On est un certain nombre à se trouver dans une ONG, mais je suis sûr que voilà, on se trouve plus à l'aise, on pourrait demain travailler. C'est la finalité de ce qu'on fait et le sens de ce qu'on essaye et qui nous rapproche plus profondément dans cette nature humaine avec toutes ces difficultés. Mais ça, c'est encore d'autres débats. Alors, il y a eu beaucoup de questions de cet ordre-là, beaucoup de questions sur effectivement le positionnement des ONG aujourd'hui, sur l'impact même aussi de l'action des humanitaires sur le terrain, sur la coordination aussi entre ONG, sur la coordination aussi avec les ONG locales, sur la question aussi de la prolifération, le mot a été employé, de la prolifération du monde humanitaire à travers des associations, des ONG de plus en plus nombreuses qui sont en concurrence. Il y a toutes ces questions, toutes ces tensions qui ressurgissent. Donc Ronnie Broman, je parlais tout à l'heure d'injonction paradoxale dans ce monde de l'humanitaire. Est-ce que c'est consubstantiel au monde de l'humanitaire ou est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui de mettre un peu d'ordre dans tout ça ? De l'ordre, je ne sais pas. Mais d'abord, peut-être qu'il faut un peu de désordre parce que j'ai l'impression qu'il y a des catégories qui sont tellement théoriques, disons, pour le dire dans le langage convenu, tellement normatives, qu'elles tournent pour elles-mêmes à vide, sans prise sur la réalité. Et excusez-moi, mais les catégories que vous avez utilisées font partie de celles auxquelles je fais allusion, à savoir urgence, développement, humanitaire. Ça a été dit, ça a été évoqué de façon allusive un petit peu avant également. Le développement dans l'acception traditionnelle qu'on a toujours utilisée, enfin avant que le concept de développement, d'aide au développement, c'est-à-dire avant que le concept de sous-développement soit utilisé, il ne faut pas oublier que c'est de là que l'usage que nous avons du développement, nous, est issu du sous-développement. Donc il y a des sous-développés, nous on est les développés, et on va apprendre aux sous-développés à sortir de leur sous-développement. Alors que dans notre acception traditionnelle, le développement, à part sa dimension organique, biologique, un organisme qui se développe, qui arrive à la maturité, qui est d'ailleurs l'image à la base de cette... Le développement, c'est de l'équipement. Hein, le développement du pays, c'est aussi bien des réseaux électriques, des égouts, de la réforme agraire, du TGV. C'est ça qu'on appelle le développement. Donc je voudrais, par rapport à ce que disait Claire sur le double standard, je voudrais pointer le fait que dans le lexique qu'on utilise, dans les notions qu'on utilise, il y a également des doubles standards qui sont problématiques parce qu'ils véhiculent toute une série de représentations trompeuses. Dire qu'on fait du développement, ça ne veut absolument rien dire. Et si on dit non, moi je fais de l'humanitaire, ici c'est de l'humanitaire et pas du développement, ça ne veut rien dire non plus. Quand on est dans l'humanitaire, c'est qu'on veut faire du bien en général. C'est tout ce que ça veut dire. Mais il y a 1000 manières de le faire de travers, de le faire à moitié, de le faire de façon segmentaire, etc. Donc on n'a absolument rien dit. Je trouve qu'on se trompe en permanence. On se trompe au sens où on se dirige dans de mauvaises directions
en voulant établir des catégories de ce type.